Aujourd'hui, c'est la Toussaint. Certains d'entre vous sont sans doute allés fleurir les tombes de leurs proches disparus, qu'elles surviennent de manière naturelle ou après une maladie ou un accident. La mort d'un être cher est l'une des épreuves les plus marquantes et difficiles à traverser. Le travail de deuil, vous allez le voir, se fait par étapes et peut nécessiter un accompagnement. Comment se reconstruire? Pourquoi certains deuils sont-ils plus difficiles à faire? Comment gérer les questions de ses enfants ou petits-enfants? Et que peut apporter la psychothérapie? Pour répondre à toutes vos questions, le docteur Christophe Fauré, qui est psychiatre et psychothérapeute spécialiste du deuil. Bonjour. Bonjour. Vous avez publié « Vivre le deuil au jour le jour », toute dernière version, c'est celle-là, parue récemment chez Albin Michel. Et Marie Tournigan, qui est directrice de l'association Empreinte. Bonjour. Bonjour. Alors évidemment, beaucoup de questions, on l'imagine. Un collègue vient de perdre un parent. Comment puis-je l'aider? Nous ne sommes pas proches, mais nous nous voyons tous les jours. Il est triste. La première chose, c'est ne pas faire comme si rien ne s'était passé. C'est vraiment première chose. Oui, parce qu'on se sent maladroit, on ne sait pas quoi dire. Même si on est maladroit, signifier par un regard ou signifier par un petit mot laissé sur le bureau. En tout cas, faire quelque chose qui signifie j'ai vu que tu es dans cette peine-là, et même le dire, je suis très maladroit dans ce que je peux te dire, mais je suis là, si tu as besoin de moi, viens vers moi, ou je sais peut-être que tu auras des difficultés à venir vers moi, mais je suis présent. Rien que ça, le fait que de valider cette peine-là, c'est déjà la première chose à faire, et je pense que les ressources humaines, les DRH auraient grand intérêt avant le retour de la personne, de briefer un petit peu tout le monde sur collectivement, en équipe, quelles pourraient être nos plus justes attitudes pour accueillir cette personne-là. Peut-être que sa personnalité est très réservée et qu'elle n'a absolument pas besoin qu'on soit trop dans un espèce de pathos à l'accueillir un peu mielleux, ou alors si c'est quelqu'un qui a besoin d'exprimer ses émotions, de lui faire de l'espace. Donc c'est vraiment en fonction de la personnalité de la personne et comment l'équipe peut s'ajuster. Mais ne surtout pas faire comme si rien ne s'était passé. Alors à quel moment peut-on dire à quelqu'un qui a perdu un être aimé, ça passera, aie confiance, le temps va t'aider? Ce sont les choses les plus idiotes à dire, les plus stupides à dire. Ça passera? Non, ça passera jamais. Passera pas. Quand on a perdu son enfant, son compagnon, sa compagne, son parent, cette douleur va rester à tout jamais. L'enjeu du processus de deuil, c'est que cette douleur trouve en soi un endroit particulier et autour de cet endroit, on pourra apprendre à être heureux à nouveau. Mais il restera à tout jamais quelque chose qui sera de l'ordre de la peine, de la souffrance, du manque. Penser que le deuil, c'est l'oubli, tourner la page, c'est une erreur massive par rapport à la compréhension de ce que c'est véritablement le deuil. Donc ça va passer, tourne la page, quand est-ce que ça ira mieux? C'est beaucoup plus violent de dire ça à quelqu'un que aidant. Mais quand on a une expérience dans le domaine, je pense, l'inacceptable, c'est-à-dire par exemple la mort d'un enfant, et qu'on a déjà traversé ça, est-ce que, pas au début bien sûr, mais est-ce qu'on peut aider dans ce cas-là la personne en lui racontant un peu son propre cheminement justement? Voilà, ça peut être utile parce que là on est entre pairs, PAIRS, entre personnes qui mettent leur expérience en résonance. Elles ne sont pas similaires, mais elles ont une même tonalité, et la personne qui vient de perdre son petit, par exemple, va accorder peut-être plus de crédit au chemin parcouru par cette personne qui l'a précédé de plusieurs années qu'un psy, par exemple, qui n'a jamais perdu son enfant et qui lui envoie des contre-vérités sur ce qu'elle va vivre. Donc c'est ça tout l'enjeu des associations, c'est des personnes qui ont traversé cette même souffrance et qui ont, je dirais, une légitimité profonde, indiscutable à aider ceux qui traversent la même chose, parce que s'ils se présentent plusieurs années après le décès de leur enfant, par exemple, ça peut être rassurant pour le parent qui vient de perdre son enfant de voir que sa vie ne va pas être totalement détruite et qu'il y a des gens qui ont vécu la même chose que moi, qui, des années après, me montrent qu'elles peuvent aller véritablement bien. Sans oublier. Sans oublier. Le deuil, c'est jamais l'oubli. Il faut évacuer. Et l'expression aussi, faire son deuil, ça n'a aucun sens. Aucun sens. On n'entend que ça. On n'entend que ça. Faire son deuil suppose qu'il y a un début, un milieu, une fin. Il n'y a pas de fin. C'est un cheminement. C'est un cheminement et un apaisement progressif, mais au fil des années.
Alors les associations peuvent aider, hein, une remarque. Parler de ma douleur dans un groupe m'a aidé. Ma douleur s'est transformée en énergie, celle de l'amour des autres et de la vie. Est-ce que c'est une expérience que vous avez Oui, tout à fait. Je pense que les associations apportent effectivement un espace déjà du temps pour être écouté, pour exprimer ce qu'on ressent sans protéger l'entourage, ni les collègues, ni la famille de la douleur qu'on ressent vraiment. Donc il y a là un espace tiers qui est à mon avis indispensable. Après, il faut que ce soit évidemment des groupes qui sont encadrés, qui sont supervisés, qui se déroulent avec vraiment des règles de vie, de fonctionnement du groupe. Et dans ce cas-là, oui. Avec un thérapeute, avec... Pas forcément, oui. C'est des co-animations chez nous qui peuvent être soit des accompagnants rémunérés, soit des accompagnants bénévoles. Mais effectivement, c'est dans la relation d'aide et de soutien, c'est pas dans la thérapie. C'est-à-dire que tout deuil ne mérite pas, ne nécessite pas un soin. C'est pas une maladie, le deuil, c'est un cheminement, un processus naturel. Donc ces groupes permettent de prendre le temps de dire voilà qui j'ai perdu, faire le récit. Hein. Voilà qui j'ai perdu, voilà comment ça s'est passé, voilà où j'en suis aujourd'hui, voilà ce qui est difficile pour moi. Chaque deuil est singulier et d'entendre les autres, ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas seul et de se sentir compris. Vous dites chaque deuil est singulier, on nous demande si tout le monde traverse toutes les étapes du deuil dans le même ordre chronologique. Alors, on peut prendre l'exemple d'une blessure. Une blessure physique, elle va avoir différentes étapes pour se cicatriser. Et là, on connaît les différentes étapes du processus physique de cicatrisation. C'est la même chose dans le deuil. Il y a quelque chose d'universel dans le vécu du deuil. Après, il y a des étapes qu'on peut décrire, mais après, le vécu émotionnel va être spécifique de chaque personne. Donc, globalement, il y a un processus qui est identique, universel pour chaque être humain, et il y a différentes modalités de le vivre en fonction des circonstances du décès. Parce que si c'est effectivement une longue maladie ou un attentat, la réaction immédiate ne sera pas du tout la même. Ça n'a rien à voir. Mais en essence, le processus est le même, mais toutes les circonstances qui entourent le décès de la personne, soit un suicide, un accident ou un cancer longuement accompagné, ça va colorer tellement fort et de façon tellement singulière le vécu du deuil qu'on aura l'impression que c'est quelque chose d'unique. C'est quelque chose d'unique, mais si on regarde dans le détail, il y a un processus universel derrière. Et alors justement, dans votre expérience, c'est plutôt à quel moment de cette chronologie que les gens viennent vous voir ? C'est vraiment très particulier, hein, cette chronologie, parce qu'à la fois, c'est très aidant de la repérer, et effectivement, et en même temps, c'est très normatif. Donc, les phases, elles sont oscillatoires, on fait des allers-retours, simplement les gens ont l'impression de faire du surplace, de tourner en boucle. Donc le fait d'avoir quelqu'un qui les écoute, ça va juste leur permettre de voir qu'ils cheminent comme ça. Donc on peut nous appeler parfois avant le décès, parfois au moment du décès, parfois comme dans les attentats, 3 ans après les attentats. C'est très variable et évidemment, selon le processus normal ou compliqué de deuil, à un moment, les étapes peuvent se bloquer et dans ce cas-là, reporter le recours à un soutien. Ce qui est quand même dommage, c'est qu'il y a 27 millions de Français en deuil chaque année, enfin continuellement, et qu'effectivement on n'anticipe pas les situations et qu'on n'informe pas en amont. Je pense à une petite fille qui a perdu son papa, ado, elle a 12 ans, et 1 an après, elle dit « mais je ne comprends pas pourquoi je vais moins bien. Et je pleure beaucoup plus qu'avant. » On lui dit « mais ça c'est le processus de deuil. »« Ah bon, parce que je suis en deuil ?» Donc cette petite fille, elle ne savait pas qu'elle vivait un deuil. Mais anticiper en même temps, c'est accepter que la mort va survenir, c'est compliqué. Je ne sais pas si c'est ça qui est compliqué. C'est vrai qu'on fait l'autruche. En France, on est assez fort pour ça. Et que peut-être qu'il faudrait sortir de ça en se disant ni banaliser, ni dramatiser, mais que d'avoir des billes, d'avoir des outils, d'avoir des connaissances, c'est aidant. C'est-à-dire que les gens au téléphone nous disent, on a une plateforme téléphonique nationale, ils nous disent j'ai l'impression de devenir fou. Ça fait 6 mois et je vais moins bien qu'avant. Et le fait, rien que de renvoyer à la normalité en disant qu'on valide ça, que c'est dans l'ordre des choses d'aller moins bien, ça les aide énormément. La méconnaissance du processus de deuil, ça rajoute une souffrance à la souffrance. Parce que quand on ne sait pas qu'il y a une